Chin emprunte une montagne d'argent à la mafia, achète les glaces les plus chères, engage l'entrepreneur le plus cher pour construire son refuge, car lui seul sait que l'apocalypse arrive et qu'il n'y aura donc pas besoin de rembourser qui que ce soit. Rue piétonne de Lugigne, 2 mars 2030. L'endroit était inhabituellement calme, et à l'intérieur d'une petite pièce sombre donnant sur la rue, une voix a percé le silence, demandant à un gamin s'il avait la moindre idée de ce que signifiait vraiment lui emprunter 5 millions. Lorsque les lumières se sont allumées, l'interlocuteur s'est révélé. Zhan Yang, le chef du gang Dae, est l'homme derrière la banque clandestine de Lucheng. Le gamin qui se tenait devant lui était visiblement nerveux. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il comprenait que tant que frère Zhan était prêt à prêter, même un taux d'intérêt élevé lui convenait. Derrière Zhan, une rangée de gardes du corps se tenait comme des statues de pierre, chacun plus intimidant que le précédent. Zhan Yang a calmement énoncé ses conditions. 4% d'intérêt, 5 millions empruntés, 7 millions à rembourser dans 6 mois. Il a dit au garçon d'écrire la reconnaissance de dette pour 7 millions en échange d'une garantie de valeur équivalente. Chan, le gamin, a rapidement sorti un document, le titre de propriété de sa maison. Zhan a jeté un coup d'œil et a fait remarquer à voix haute que l'endroit était vieux et ne valait tout au plus que 3 ou 4 millions. Mais dans sa tête, il riait déjà. Un grand appartement de plus de 140 mètres carrés utilisé comme garantie pour un usurier, un pigeon bien gras venait pratiquement de tomber entre ses mains. Puis il a dit nonchalamment que 5 millions ne pouvaient pas être prêtés sur la seule base de cette maison. Dès que Chin a entendu cela, il a paniqué, joignant ses mains comme pour prier. Il a supplié de ne pas perdre l'affaire, disant que 4 millions conviendraient aussi, qu'un maître 10 heures de bonne aventure affirmait que sa chance était au beau fixe et qu'il récupérerait sûrement plusieurs fois la somme. Zhan a baissé l'offre à 3 millions et demi, prétendant que c'était le maximum qu'il pouvait faire. Intérieurement, il se moquait de la facilité avec laquelle un jeune joueur pouvait être ferré. Chan, cependant, a réagi comme s'il venait d'être sauvé de la noyade, remerciant Zhan avec un enthousiasme débordant et promettant de le rembourser bientôt. Zhan a alors ajusté les conditions finales, rembourser 4 900 000,0 dans 3 mois, où la maison lui appartiendrait automatiquement. Si Shen était d'accord, il pouvait rédiger la reconnaissance de dette immédiatement et recevoir les fonds dans les 3 jours. Shen a dit qu'il n'y avait pas de problème, juste qu'il avait une condition à poser. Au moment où il a dit cela, la curiosité de Zhan s'est aiguisée, et il s'est penché pour écouter. 10 minutes plus tard, Shen est sorti de la pièce avec un large sourire de satisfaction sur le visage. De l'intérieur de la pièce, une voix joyeuse l'a interpellé, remerciant Shen pour sa clientèle et lui disant de prendre soin de lui. Sur l'écran de son téléphone, un dépôt massif s'est affiché, digne. Compte mobile a reçu 3 500 000,0 yuan. Shen ne pouvait retenir le rire silencieux dans son esprit. Pour lui, toute la situation était presque comique. Dans un mois, l'apocalypse s'abattrait. Qui, saint des prix, se soucierait encore de rembourser un prêt à ce moment-là? Avec l'argent enfin entre ses mains, ses pensées se sont immédiatement tournées vers la préparation. Il n'avait aucune intention de revivre le cauchemar de sa vie passée. À l'époque, une catastrophe naturelle avait frappé l'étoile bleue, remodelant l'écosystème entier de la planète. Un rayonnement solaire intense a poussé les températures mondiales à une moyenne terrifiante de 50 degrés Celsius, plongeant l'humanité dans une apocalypse de haute température qui a duré 30 jours. Humains, animaux, rien n'a survécu indemne. Le monde avait été plongé dans le chaos. Pendant ce temps, à la banque clandestine, Zhan Yang grillait tout seul. Pour obtenir l'argent rapidement, il avait même osé augmenter les intérêts, et il n'en ressentait aucune honte. À ses yeux, les joueurs méritaient à peine d'avoir une maison. Un de ces hommes a prudemment fait remarquer que la maison de Shen valait plus de 4 millions, mais qu'il l'avait poussée à 3 millions et demi, et que Shen avait accepté instantanément. Instantanément. C'était peut-être un piège, mais Zhan a simplement balayé l'idée d'un geste de la main. Il prétendait avoir vu d'innombrables joueurs, des gens qui échangeraient même leur famille contre de l'argent. Qu'est-ce qu'une maison pour quelqu'un comme ça? Il a plaisanté en disant que le monde était plein de bonnes personnes qui payaient des intérêts supplémentaires sans se plaindre. Shen, pendant ce temps, avait ses propres pensées. Il se souvenait trop bien de la façon dont il s'était vanté un jour. Tu crois que tu peux m'arnaquer? Je suis l'homme qui a emprunté à tous les usuriers de Luoyang en une seule journée. Les taux d'intérêt, Shen rit. Une fois que l'argent est entre mes mains, ne rêvez même pas de le récupérer. Il savait exactement ce qui allait arriver. Après l'apocalypse, la terre s'est asséchée, la végétation s'est flétrie, les créatures ont muté et la société s'est effondrée. Les provisions sont devenues si rares que les gens ont jeté toute la morale qui leur restait juste pour obtenir un peu de nourriture ou d'eau. Ceux qui possédaient des ressources étaient comme des rois. Même les milliardaires et les célébrités ont fini par mendier une saucisse chaude ou une gorgée d'eau potable. Ceux qui ne parvenaient pas à s'adapter étaient condamnés à errer dans les rues mortes jusqu'à leur misérable fin. Mais cette fois, c'était différent. Il était revenu à la vie. Il avait la prescience. Et avant que la catastrophe n'arrive, il y avait encore assez de temps. Le temps de se préparer, le temps de construire, et le temps de s'assurer qu'il ne souffrirait plus jamais comme avant.
Chan finit par passer devant un groupe de filles qui gloussaient ensemble, et la scène attira son attention. Il reconnut les boîtes dans leurs mains et se dit immédiatement que ce devait être le légendaire assassin des glaces, le genre de friandise de luxe réputé encore plus cher que le soi-disant noble des glaces. Il fixa un instant, se souvenant comment, dans sa vie passée, il n'avait jamais osé s'en acheter une. Au lieu de cela, il avait gaspillé son argent à en offrir sans cesse à cette femme, Lu Wenxing. Lui donner une glace aussi haut de gamme semblait plus du gâchis que d'en donner à un chien. Plus il y pensait, plus sa poitrine se serrait. Très bien alors, cette fois, il allait en profiter. Sans hésiter, il entra d'un pas décidé et coupa la file, stupéfiant le groupe de filles derrière lui. Il éleva la voix et lança « Bonjour. Donnez-moi 10 de chaque type de glace que vous avez. Merci. » Les filles restèrent là, clignant des yeux, incrédules. Des chuchotements se propagèrent parmi elles. Était-il sérieux? Avait-il seulement les moyens? Et n'était-il pas ridiculement beau en commandant? Leurs impressions changèrent instantanément, et leurs yeux pétillaient presque en le regardant après une telle démonstration d'audace. La réceptionniste, cependant, avait ses propres préoccupations. Elle pensa à ce dont elles avaient gloussé plus tôt, cet assassin des glaces n'était pas bon marché, et ce beau garçon n'avait pas l'air de venir d'une famille riche. Elle demanda à nouveau avec hésitation s'il était sérieux, lui rappelant que 10 de chaque catégorie dépasserait les 20 000 yuan. Chan resta simplement de marbre. L'une des filles fit claquer sa langue et se moqua ouvertement de lui, disant qu'avec ses vêtements miteux, s'il en avait vraiment les moyens, elle se prosternerait devant lui ici même, en public. Chan la regarda calmement et lui demanda si elle pensait ce qu'elle disait. Elle rétorqua en lui demandant s'il s'attendait sérieusement à ce qu'elle se prosterne devant lui et pour qui il se prenait pour être si prétentieux. Le sourire en coin de Chen ne fit que s'élargir. Il lui dit qu'il avait essayé de lui offrir une porte de sortie, mais qu'elle avait insisté pour s'y jeter elle-même. Maintenant, elle allait définitivement se prosterner aujourd'hui. Même Jésus ne pourrait pas l'arrêter. Il déclara cela avec assurance. La fille bafouilla de frustration, complètement décontenancée. Chen se tourna alors vers le comptoir, arborant toujours ce sourire amusé, et dit au personnel d'emballer toutes les glaces par portion. Il prendrait tout. Il leva son téléphone et montra la transaction de paiement effectuée. La réceptionniste se figea presque sur place. Après avoir fixé l'écran, elle balbutia qu'elle devait appeler le directeur et lui demanda d'attendre un instant. Le directeur se précipita dès qu'il entendit l'agitation. Se présentant comme fait cuit, il demanda poliment ce que M. Chen désirait. Chen jeta un coup d'œil dans le magasin et lui dit nonchalamment de calculer le coût total de toutes les glaces de la boutique, ajoutant qu'il n'avait pas besoin de rester ouvert aujourd'hui. Le directeur se figea une seconde puis vérifia rapidement sa tablette. Avec une révérence respectueuse, il demanda à Chen d'attendre un instant. À l'intérieur, cependant, ses pensées tourbillonnaient. Qui était exactement ce jeune maître? En une seule phrase, il avait pratiquement couvert tout le chiffre d'affaires mensuel du magasin. Malgré les prix de luxe, très peu de gens achetaient réellement ces glaces. La plupart des clients ne faisaient que regarder. Une fois les calculs terminés, Fécui rapporta que les articles actuellement en vitrine valaient environ 70 000 yuan. Et en comptant l'inventaire et le stock, la valeur totale atteignait environ 1 million. Chen ne fit que sourire en coin en voyant le nombre. Dans son esprit, ce n'était pas cher du tout. Si l'apocalypse arrivait de toute façon, il n'y avait aucun mal à vider tout leur inventaire. Au pire, ils pourraient simplement rester à la maison et manger de la glace pendant la fin du monde. Il dit au directeur qu'il transférerait d'abord un acompte de 300 000 yuan, puis lui ordonna de livrer toutes les glaces en stock à l'adresse qu'il avait fournie. Le directeur promit de s'occuper de tout personnellement. Chen se tourna alors vers le groupe de filles stupéfaites et leur dit généreusement de choisir la glace qu'elles voulaient. Toute la boutique était pour lui aujourd'hui. Le chaos éclata immédiatement. Les filles crièrent, s'extasièrent et pétillèrent pratiquement d'excitation. L'une hurla que c'était incroyable. Une autre déclara qu'il était follement riche. Une autre soupira que plus elle le regardait, plus il lui semblait beau. Mais Chen avait encore une chose à régler. Il jeta un coup d'œil à la fille qui s'était moquée de lui plus tôt et lui rappela calmement que l'offre ne s'appliquait pas à elle. Il attendait toujours sa prosternation. La couleur quitta son visage. Embarrassée et troublée, elle balbutia avant de finalement se pencher aussi bas qu'elle le pouvait, souhaitant n'avoir jamais ouvert la bouche. Quand tout fut réglé, le soleil descendit vers l'horizon, marquant ce qui s'était avéré être une journée plutôt belle pour Chen. Il s'assit sur un banc, savourant l'une de ses glaces fraîchement acquises. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un assassin, le goût et la texture étaient phénoménaux. Il sortit alors un objet qui permettait à tout ce qui y était stocké de rester en parfait état pour toujours. Cela signifiait de la glace fraîche à chaque fois qu'il le voulait. Avec un tel trésor, il pensait que même des célébrités et de jeunes mannequins pourraient être invoqués d'un claquement de doigts. Cette seule pensée le fit sourire. Il ne s'y attendait pas, mais même sa capacité était revenue à la vie avec lui. Dans sa vie passée, les capacités n'avaient commencé à s'éveiller les unes après les autres qu'après la catastrophe apocalyptique. Le fait que la sienne soit apparue tôt cette fois-ci était quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer complètement, mais il savait une chose avec certitude.
Elle deviendrait son plus grand atout à partir de maintenant. Il laissa échapper un léger soupir, pensant à toutes les tâches qui l'attendaient encore. Au moment où il rassemblait ses pensées, son téléphone sonna soudainement. La sonnerie illumina l'écran avec les mots « Dring dring », la petite fée appelle. Dès qu'il le vit, une vague de souvenirs désagréables remonta à la surface. L'identité de l'appelant n'aurait pas pu être plus irritante, Lu Wenxing. Il fit claquer sa langue et marmonna pour lui-même que de toutes les personnes, il fallait que ce soit elle. Quel timing pourri. Il avait passé une si bonne journée. Shen décrocha le téléphone en murmurant le nom de Lu Wenxing. À cet instant, une vague de souvenirs déferla, des souvenirs de la façon dont, après le décès de ses parents, elle était apparue dans sa vie comme une sauveuse. À l'époque, il avait été assez stupide pour croire qu'elle était sa lumière, sans jamais réaliser qu'elle ne convoitait rien de plus que le petit héritage laissé par ses parents. Il se souvenait comment elle se penchait près de lui pour lui rapporter ce que sa mère aurait dit, que s'il voulait l'épouser, l'appartement entièrement payé en centre-ville devait être mis à son nom, avec une dot de 880 000 yuan. Pour lui maintenant, il était évident qu'elle avait été un puissant fond, puisant encore et encore jusqu'à ce que ses économies soient épuisées. Elle se justifiait toujours en prétendant que c'était pour leur petite famille et l'encourageait même à vendre la vieille maison familiale, disant qu'elle était de toute façon démodée. Finalement, elle l'avait même poussé à vendre la maison ancestrale transmise depuis des générations juste pour obtenir l'appartement de luxe qu'elle voulait. Il se souvint d'un moment plus tard dans leur relation où il avait été poussé au sol pendant qu'elle le présentait à un soi-disant jeune maître, disant qu'il était la personne dont elle avait parlé, celui qui répondait soi-disant aux exigences pour des matériaux spéciaux. C'est à cet instant qu'il comprit enfin la vérité. Pendant l'apocalypse, il avait fait tout ce qu'il pouvait pour la protéger, mais elle l'avait vendue à un protecteur plus puissant sans hésitation. Le protecteur lui avait jeté un regard et avait commenté qu'il n'avait rien de spécial, se demandant à voix haute s'il avait vraiment besoin de se donner la peine de dévorer quelqu'un comme ça. À la fin, il n'avait même pas laissé derrière lui un cadavre complet. Maintenant, avec une seconde chance en main, Shen se contenta de sourire en coin. Puisque Liu Wenxing était venu le chercher d'elle-même, il sentait qu'il était juste de régler les vieux comptes. Plus tard, dans un hôtel haut de gamme, il répondit à son appel d'un ton affectueux, lui demandant ce qui n'allait pas. Elle expliqua qu'elle était sortie avec des amis et avait accidentellement perdu un collier en or qu'elle adorait, affirmant en avoir le cœur brisé. Shen a immédiatement agi comme si en acheter un autre était la solution évidente, mais elle a insisté sur le fait qu'un seul ne suffirait pas et lui a dit d'en acheter 10 pour qu'elle puisse les faire tourner. Il a joué le jeu, répétant sa demande et faisant semblant d'accepter facilement. Elle lui a demandé quand il était devenu si généreux, et il a répondu qu'il avait eu de la chance récemment. Il lui a dit qu'il avait investi dans la monnaie virtuelle et fait un petit profit, il était donc naturel de dépenser de l'argent pour elle. En entendant cela, elle a semblé inquiète, lui demandant s'il était tombé dans une arnaque, disant que la monnaie virtuelle lui semblait étrange. Shen a poursuivi en expliquant que peu importait que l'investissement soit une arnaque ou non. Elle pouvait simplement regarder s'il gagnait de l'argent au prochain tour. Il a affirmé que jouer petit était devenu ennuyeux et qu'il avait l'intention de voir grand cette fois en empruntant un capital substantiel pour investir encore plus. Comme le prêt nécessitait un témoin, il lui a demandé de l'aider, promettant qu'une fois approuvé, il lui donnerait 5% du montant du prêt en compensation de sa peine. Au moment où il parlait, la voix irritée d'un homme retentit en arrière-plan, lui demandant pourquoi elle mettait si longtemps à se préparer. Liu se dépêcha immédiatement de le rejoindre, l'appelant chéri, et disant qu'elle aurait bientôt fini. Intérieurement, cependant, elle comparait les profits. Passer une nuit avec l'homme plus âgé ne lui rapportait que 5 000 yuan, alors que simplement signer un papier pour Shen pouvait lui en rapporter 50 000. Pour elle, le risque semblait inexistant. Ce n'était qu'une signature, et elle croyait Shen Shao trop timide pour jamais la tromper. Une fois l'appel terminé, Shen se dit qu'il attendrait Liu Wenxing. Après cela, il se concentra sur les préparatifs, décidant qu'il était temps de construire une forteresse. Il prévoyait de transformer l'endroit en une structure de fer et de cuivre en un mois. Il voulait du verre composite par balle installé sur toutes les fenêtres avec des barreaux anti-effraction cachés, des murs renforcés en extérieur par balle de 3 mètres d'épaisseur, et une fortification sismique capable de résister à des séismes d'intensité 8. Il a continué à énumérer les exigences, verre de sécurité de 3 mètres, un toit entièrement couvert de panneaux solaires avec un système d'énergie indépendant, une purification et filtration de l'air capable de bloquer les toxines externes, un écosystème autonome avec une réserve d'oxygène de 72 heures et des dispositifs de recyclage de l'éau interne, des portes anti-explosion, et un système de contrôle d'accès combinant vérification biométrique et mécanique. L'entrepreneur qui écoutait tout cela commença à transpirer, submergé par l'ampleur des exigences. Intérieurement, il se demandait si Shen était une sorte de survivaliste souffrant de délires apocalyptiques ou s'il avait simplement regardé trop de films de science-fiction. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Shen s'approcha avec une expression sérieuse et demanda si ce n'était pas faisable, lui rappelant que son CV prétendait qu'il était un spécialiste de la défense qui avait conçu des pièces de sûreté pour de grands magnats.
L'entrepreneur mentionna avec hésitation que les exigences de Monsieur Chen étaient extrêmement uniques et haut de gamme, bien que le budget puisse être un problème. Intérieurement, cependant, il était ravi, supposant déjà que Chen était un autre homme riche endoctriné par des théories apocalyptiques, quelqu'un avec de l'argent à ne savoir qu'en faire. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Chen afficha une somme considérable et déclara qu'il verserait un acompte de 1 million de yuan, et que l'entrepreneur pourrait fixer lui-même le solde restant. L'entrepreneur était stupéfait. Être autorisé à fixer le prix semblait irréel, et dans son esprit, il célébrait déjà sa chance, convaincu qu'il venait de rencontrer un riche imbécile qui pourrait financer son chemin vers la liberté financière en une seule fois. Chen lui serra la main avec enthousiasme, ajoutant qu'il valorisait les matériaux et la qualité par-dessus tout et que tout devait passer l'inspection. L'entrepreneur promit avec confiance qu'il n'y aurait aucun problème, assurant à Chen que l'endroit serait construit aussi solide qu'un roc. Pendant ce temps, les deux hommes pensaient exactement le contraire de ce qu'ils disaient. Chen se disait silencieusement qu'une fois l'apocalypse arrivé, l'entrepreneur ne pourrait même pas le trouver, et encore moins percevoir le paiement restant. L'entrepreneur, de son côté, planifiait déjà comment il allait le surfacturer à fond. Les deux parties se préparaient à s'arnaquer mutuellement sans la moindre culpabilité. Plus tard, Chen se fit la remarque que la construction de la forteresse était réglée. L'étape suivante consistait à rassembler des provisions. Les médicaments, la nourriture et les produits de première nécessité seraient faciles à acquérir. La véritable menace dans l'apocalypse n'était pas la nature, mais le cœur humain après l'effondrement de la société. Les armes blanches pouvaient s'acheter dans n'importe quelle quincaillerie, mais les armes à feu, capables de porter des coups mortels, étaient bien plus difficiles à obtenir. Il sortit son téléphone et commença à chercher des réseaux clandestins qui vendaient de tels articles. Après avoir fait défiler un moment, un message particulier attira son attention. Le vendeur prétendait avoir des sources de première main et un accès à des réseaux secrets, se vantant que rien de ce qu'un acheteur pouvait imaginer n'était hors de sa portée. Il insistait sur l'honnêteté des transactions et la sécurité avant tout. Chen a immédiatement envoyé une réponse pour demander comment acheter. Le vendeur répondit qu'il enverrait l'adresse en privé et demanda à Chen d'arriver ce soir-là à 20 heures précises. Plus tard dans la soirée, Chen se rendit au lieu désigné, remarquant en chemin que le vendeur avait choisi un endroit très fréquenté. Il réfléchissait encore aux implications lorsqu'une agitation soudaine attira son attention. Une jeune fille courait désespérément à travers la foule, poursuivie par plusieurs hommes qui lui criaient après. L'un d'eux lui aboya de s'arrêter tandis qu'un autre, furieux, la maudit en exigeant qu'elle s'arrête. La jeune fille, terrifiée, continua de courir. Un instant plus tard, elle se précipita derrière Chen comme pour chercher refuge. Les poursuivants devinrent encore plus agités. L'un criait qu'elle n'avait qu'à continuer de courir si elle osait, et un autre grognait qu'elle devait en avoir marre de vivre pour arnaquer quelqu'un sur son territoire. La jeune fille implora de l'aide, la voix tremblante. Chen avait initialement prévu de se concentrer sur ses propres plans pour la soirée, mais dès qu'il entendit sa voix et vit clairement son visage, il se figea. C'était Liu Wenxing. Il ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver dans un endroit pareil. Cette vision le laissa momentanément stupéfait, incapable de croire ce qu'il voyait. L'un des hommes réussit à attraper la fille et avertit Chen de ne pas s'approcher. La jeune fille pleurait de façon incontrôlable, et Chen, surpris, réalisa qu'il la reconnaissait. C'était Liu Yu, la déesse première de la classe de son collège, la fille admirée par d'innombrables garçons. Il ne comprenait pas comment quelqu'un comme elle avait pu se retrouver dans une telle situation. Tandis qu'il essayait de comprendre, l'un des voyous exigea qu'elle lui donne l'argent et dit qu'elle ne devait même pas penser à partir sinon. Elle continuait de pleurer alors que d'autres hommes se rassemblaient derrière leur chef, attendant manifestement leur tour. L'un d'eux suggéra d'arrêter de perdre du temps. Si elle ne pouvait pas rembourser l'argent, elle pourrait payer d'une autre manière, dit-il en riant grossièrement. L'expression de Chen s'assombrit, et il leur ordonna de la laisser partir. Les voyous tournèrent enfin leur attention vers lui. Leur emprise sur la fille ne se relâcha pas, et l'un d'eux, plus en colère que les autres, s'avança les poings serrés, demandant d'où sortait ce gamin imprudent. Il se moqua de Chen qui essayait de jouer les héros et menaça de l'estropier en premier. Au moment où il frappa, Chen évita facilement le coup, attrapa le bras de l'homme et le tordit jusqu'à ce que le voyou hurle de douleur. Puis, d'un seul coup au visage, Chen l'envoya valser. La poussière et la fumée s'élevèrent autour d'eux tandis que Chen se tenait là, imperturbable. Intérieurement, il nota avec surprise que l'étrange système qui l'assistait était quelque chose qu'il n'avait jamais possédé dans sa vie antérieure. Liu Yu le reconnut également, prononçant son nom avec incrédulité. Mais l'homme qui la retenait encore resserra son emprise et avertit Chen de ne pas bouger, sinon il la tuerait. Avant même que la menace ne quitte sa bouche, Chen lança une pierre droit sur le front de l'homme, le projetant en arrière. Les voyous restants hésitèrent, soudainement intimidés. Un instant plus tard, un autre jeune homme fit irruption sur les lieux, les réprimandant bruyamment pour s'être ligués contre une fille et leur demandant où était passée leur honte. Les voyous l'insultèrent immédiatement pour son ingérence et chargèrent. Chen et le nouveau venu combattirent côte à côte sans avoir besoin d'échanger un seul mot. Quand quelqu'un attaquait de front, Chen le mettait à terre d'un coup de poing. Quand quelqu'un essayait de l'attaquer par derrière,
l'autre gars bloquait et contrait. Un par un, les voyous s'effondrèrent, et même à terre, Shin s'assurait de les repousser d'un coup de pied pour les empêcher de se relever. Lorsque le dernier d'entre eux tomba, Shin leur ordonna froidement de déguerpir. À ce moment, une notification résonna dans son esprit. Peur plus 1, panique plus 1, douleur intense plus 1, désespoir plus 1, humiliation plus 1, valeur d'émotion négative a dépassé 10 pour la première fois. Autorité d'expansion spatiale déverrouillée. Tandis que les voyous s'enfuyaient en trébuchant de peur, un autre message résonna dans l'esprit de Shen, lui rappelant de récolter assidûment pour que la capacité devienne plus forte. Shen trouva le concept de collecte d'émotions négatives amusant et nota mentalement à quel point ce nouveau pouvoir était intéressant. Liu Yu, encore secouée, s'assit par terre et le remercia, disant qu'elle ne s'attendait pas à le rencontrer là. Shen l'aida à se relever doucement, lui demanda si elle était blessée, et lui tendit même quelque chose pour se couvrir. Elle exprima à nouveau sa gratitude mais dit qu'elle avait des affaires urgentes à régler et devait partir rapidement. Shen lui rappela simplement de faire attention. Le jeune homme qui était intervenu plus tôt s'approcha de lui avec enthousiasme, louant son acte de héros sauvant la belle et se présentant comme Mukang. Quand Shen entendit le nom, il réalisa que le destin lui avait épargné bien des ennuis. Mukang était exactement la personne qu'il avait prévu de rencontrer. Mukang fut surpris et appela cela le destin, puis il prit une pause avec enthousiasme et dit « Le roi du ciel couvre le tigre de la terre ». Shen répondit en le traitant d'imbécile. Mukong se figea, complètement décontenancé. Une série de notifications apparut immédiatement dans l'esprit de Shen, stupéfaction plus 1, hébétude plus 1, gêne plus 1. Shen s'éclaircit la gorge et tenta de détendre l'atmosphère en répondant par une autre phrase absurde, disant que c'était une blague pour alléger l'ambiance. Il imita même la pose ridicule pour réduire l'embarras de Mukang. Mukang éclata de rire, traitant Shen d'incroyable, puis lui fit signe de le suivre. Ils se dirigèrent vers un endroit isolé où Mukang ouvrit une boîte remplie d'armes à feu. Il expliqua qu'elle était de fabrication russe, durable et fiable, mais avertit qu'elle n'avait pas beaucoup de balles, donc Shen devrait les utiliser judicieusement. Comme Shen semblait doué et intéressant, Mukong lui proposa un prix d'amis, disant que c'était sa façon de nouer des liens. Shen accepta et le remercia. Mukong ajouta que les mouvements de Shen suggéraient qu'il était un expert, et que s'il n'y avait pas d'autres questions, il pourrait conclure l'affaire. Mais avant qu'il ne puisse finir, Shen demanda nonchalamment si l'arme était livrée avec un silencieux, s'il y avait une carte de garantie, et si Mukong pouvait ajouter une boîte de balles supplémentaire. Mukong resta sans voix. Intérieurement, il se demanda si Shen comprenait même ce que signifiait un prix d'amis. Des articles comme ceux-ci provoquaient généralement des guerres d'enchères sur le marché noir, se vendant souvent le double du prix. Et ce type demandait des garanties et des cadeaux comme s'il achetait de l'électroménager. Mukong se sentit de plus en plus frustré, pensant que Shen pourrait tout aussi bien le voler. Une nouvelle notification traversa l'esprit de Shen, notant le pic d'émotions négatives, choc plus 1, crève-cœur plus 1, sans voix plus 1. Voyant le visage de Mukang se tordre de douleur, Shen lui dit rapidement de ne pas s'en inquiéter. Si les extras n'étaient pas possibles, il dit qu'il pouvait oublier. Il ajouta qu'il s'en tiendrait au prix déjà convenu et qu'il transférerait l'argent immédiatement. Intérieurement, Shen considéra l'affaire comme conclue. Il avait maintenant des provisions, des armes et les prémices d'une forteresse. Il ne restait qu'une dernière pièce. Plus tard cette nuit-là, dans une suite d'hôtels extravagantes, une femme en robe rouge se tenait près de la fenêtre, baignée par le clair de lune. Quand elle se retourna, Shen passa un bras autour d'elle et se plaignit qu'elle avait mis trop de temps et qu'elle l'avait fait attendre au point d'avoir mal aux jambes. Liu Wenqing demanda si la chose qu'il avait mentionnée était vraiment sans risque. Shen la rassura gentiment, prétendant que ce n'était qu'une formalité et qu'il l'aimait trop pour jamais l'arnaquer. Dans son esprit, cependant, Liu rejeta toute idée de danger. Elle se dit que ce pathétique soumis avait failli vendre son propre sang une fois juste pour lui acheter un sac à main. Il était bien trop occupé à la vénérer pour oser la tromper. Plus tard, au bureau du patron Zhang Yang loua sa détermination et complimenta même son écriture alors qu'elle signait le contrat. Elle rendit les documents sans y réfléchir à deux fois. Zhang, de son côté, souriait presque intérieurement. Il pensait qu'elle croyait sincèrement n'agir qu'en tant que garante alors qu'en vérité, au moment où elle signait, la dette devenait légalement la sienne. Et quand elle serait inévitablement incapable de rembourser, il avait d'autres méthodes en tête pour recouvrer la dette, des méthodes qu'il imaginait déjà avec satisfaction. Liu Wenqing continua de le regarder d'un air suffisant, inconsciente du piège dans lequel elle était tombée. Pendant ce temps, Shen observait tout en silence, se disant qu'elle signait son propre contrat d'asservissement. Sa cupidité, sa bêtise et sa confiance en elle finiraient par payer parfaitement le reste des coûts de construction de son abri. Tout s'était déroulé plus facilement que prévu, et il la remercia en silence. Peu de temps après, l'entrepreneur montra fièrement à Shen l'abri terminé. Il assura à Shen que chaque matériau utilisé répondait aux normes militaires les plus élevées, isolation thermique, insonorisation, anti-explosion, anti-perçage, et même une résistance structurelle pour supporter plusieurs ondes de choc nucléaire à petite échelle. Shen reconnut la qualité et le remercia.
L'entrepreneur rit de bon cœur et dit à Chin de l'appeler chaque fois qu'il aurait besoin d'autres travaux. Finalement, à l'intérieur de l'abri terminé, Chin prit un moment pour s'asseoir et se détendre. À ce moment précis, une émission résonna depuis son écran. En raison d'une activité d'éruption solaire super puissante sans précédent, le globe entier connaîtra des conditions météorologiques de températures extrêmes continues. Le bulletin d'information continua, avertissant que les températures dans de nombreuses régions devraient battre des records historiques et exhortant tous les citoyens à prendre des mesures de protection immédiates. Chin écouta en silence, puis ramassa l'arme posée à côté de lui. Il se dit que le moment était enfin arrivé. Dehors, au-delà de ces murs renforcés, le monde commençait à s'embraser, des vagues de chaleur déferlaient, des flammes s'élevaient dans les villes, et la panique se propageait partout. Il s'approcha de la fenêtre et regarda le monde extérieur sombrer dans un chaos ardent. Il regardait le monde brûler, en sécurité et prêt pour tout ce qui allait suivre. Le présentateur continua d'annoncer qu'une éruption solaire super puissante avait provoqué de violentes perturbations dans l'ionosphère terrestre. Des phénomènes de température extrêmement élevés apparaissaient déjà à travers le globe, avec des maximales diurnes prévues jusqu'à 45 degrés Celsius. Il était conseillé aux citoyens de prendre des précautions contre les coups de chaleur et d'éviter de sortir à midi, sauf en cas d'absolue nécessité. Chin écouta sans surprise. Il savait déjà que cela allait arriver. Dans son esprit, il nota que la température avait commencé à monter, mais ce n'était que le début. Comparé à sa vie passée, il avait même l'impression que les choses s'intensifiaient plus rapidement et plus brutalement cette fois-ci. Dehors, la panique se propagea parmi les gens ordinaires. Tout le monde voulait se cacher à l'intérieur, mais même dans leur maison, la chaleur était suffocante et insupportable. Quelqu'un se plaignit qu'il faisait déjà une chaleur insupportable tôt le matin et se demanda combien de temps ces températures extrêmes dureraient. Bientôt, un haut-parleur de rue se mit à grésiller. Un vendeur avertit bruyamment ses voisins que le temps était mortel et prétendit avoir entendu dire que la température continuerait d'augmenter la semaine prochaine. Il cria qu'il y aurait des pénuries, disant que l'eau et l'électricité se feraient bientôt rares et exhorta tout le monde à faire des réserves immédiatement ou à risquer de n'avoir rien à boire plus tard. Il prétendit même que c'était son dernier lot de marchandises. Pourtant, intérieurement, l'homme était ravi. Pour lui, la vague de chaleur était pratiquement de l'argent qui frappait à sa porte, et il serait idiot de ne pas saisir l'occasion de s'enrichir. À proximité, une femme se plaignit que ses melons étaient beaucoup trop chers et demanda s'il pouvait les vendre moins cher. Une autre femme examina les melons, qui semblaient charnus et juteux. En les voyant, le vendeur devint soudainement trop enthousiaste, louant leur beauté et s'approchant d'elle avec empressement. Il se vanta de la douceur des melons et proposa d'en couper un pour qu'elle goûte. Si elle en achetait deux, il promit une réduction et ajouta même un paquet de mouchoirs gratuits. Les femmes écoutaient prudemment, de plus en plus mal à l'aise à mesure que l'homme se penchait vers elle et devenait trop familier. Il poussa ses melons vers elle, laissant même entendre que si la nuit restait chaude, elle pourrait passer chez lui pour se rafraîchir. Nerveuse, l'une des femmes recula et dit rapidement qu'elle n'en achèterait qu'un. Mais le vendeur refusa d'abandonner, se rapprochant de nouveau et les pressant d'en acheter plus et de faire des réserves, insistant sur le fait qu'avec un temps pareil, personne ne pouvait garantir qu'il resterait quelque chose à vendre demain. Quelques personnes de plus se rassemblèrent bientôt autour de l'étal. Parmi eux se trouvait un homme âgé qui demanda poliment si le patron pouvait vendre Léo un peu moins cher. Dès que le vendeur le vit, son expression s'enlaidit. Il lança sèchement que c'était une petite entreprise et qu'il n'y aurait absolument aucune négociation, désireux de chasser le vieil homme. Chin se tenait à proximité, observant la scène se dérouler, et reconnut immédiatement l'homme. Il claqua la langue intérieurement, réalisant que c'était Lidafu. Des souvenirs de sa vie passée refirent surface instantanément. Cet homme lui avait autrefois rendu la vie misérable. À l'époque, Lidafu aimait crier en public, l'accusant de vol et appelant les gens à regarder même quand Chin avait seulement essayé de ramasser quelque chose qui était tombé pour le rendre. Chin se souvint avoir désespérément essayé d'expliquer qu'il n'avait rien volé, qu'il avait seulement vu l'objet par terre et voulait le remettre en place. Mais Lidafu avait refusé d'écouter, ricanant que personne ne serait aussi bienveillant. Il avait pointé du doigt les vêtements miteux de Chen et insisté sur le fait que quelqu'un comme lui ne pouvait pas avoir les mains propres, menaçant d'appeler la police s'il ne payait pas. La foule environnante s'était jointe à lui, regardant Chin avec dédain. Certains avaient marmonné qu'un si jeune homme ne devrait pas voler, tandis que d'autres affirmaient que son silence prouvait sa culpabilité. Même quand Chin insistait sur le fait qu'il n'avait rien pris, personne ne le croyait. Chaque once d'humiliation de ce jour-là lui revint en mémoire. Se retrouvant de nouveau ici, le regard de Chen tomba sur un paquet de chips portant l'étiquette recommandation du gérant. Il le ramassa, se disant qu'il pourrait aussi bien en manger. Puis, avec un calme délibéré, il demanda à Lidafu si les chips étaient en or ou capables de prévenir les coups de chaleur, s'interrogeant sur la raison de leur prix exorbitant. Lidafu se tourna brusquement pour le foudroyer du regard. Au même moment, une notification apparut dans l'esprit de Chen, notant une vague d'émotions négatives, dédain +3. Le vendeur lui arracha immédiatement les chips des mains et cria à Chen de ficher le camp s'il n'avait pas les moyens, et exigeant de savoir s'il pourrait les dédommager s'il abîmait la marchandise.
Une autre notification suivit, irritation +6. Shin se contenta de sourire légèrement et fit remarquer que l'Idafu détenait tant de trésors qu'il se demandait si l'homme pouvait même dormir la nuit, suggérant qu'il devrait faire attention. Après tout, les choses ont tendance à se faire voler. Le patron Lee se sentit soudain comme s'il avait été maudit et entra dans une rage folle, demandant à qui Shin essayait de jeter un sort. Il menaça de le frapper, ricanant que la chaleur avait dû lui griller le cerveau. Shin, cependant, lui dit calmement de se calmer et lui demanda nonchalamment s'il souffrait récemment d'insomnie, de rêves agités, de faiblesse et de sueur nocturne. Cette question prit le patron Lee au dépourvu. Il marmonna qu'il avait bien certains de ces symptômes et se demanda même s'il y avait un problème de feng shui avec son entrepôt. Chan lui fit signe de se taire avec assurance, disant qu'il l'avait su depuis le début et soulignant que le yin-tang du patron Lee semblait sombre. Il expliqua que c'était un cas typique de déficience. C'en fut assez pour faire complètement exploser le patron Lee. Il insulta Shen en retour, criant que c'était Shen et toute sa famille qui avaient des déficiences et lui lança un coup de poing. Shen esquiva facilement le coup de poing. Il ramassa nonchalamment une sucette, la mit dans sa bouche et conseilla au patron de mieux prendre soin de sa santé. Il l'avertit qu'une colère excessive endommageait le corps, surtout celui de quelqu'un dans l'état du patron Lee. Tout en parlant, il jeta quelques pièces par terre et fit remarquer froidement que si le patron Lee ne faisait pas attention, il pourrait mourir jeune. Il se détourna ensuite, savourant la douceur de la sucette, laissant le patron Lee regarder l'argent par terre. Une notification retentit aussitôt dans l'esprit de Shen, forte émotion négative détectée, colère +20. À la tombée de la nuit, un chat errant traversa les rues avec quelque chose serré dans sa gueule. À l'intérieur de son abri, Shen contemplait le ciel nocturne et réfléchissait à sa vie passée, se souvenant comment il avait ravalé sa colère et permis aux autres de le piétiner. Cette fois, il avait l'intention de tout récupérer avec les intérêts. Il se souvint alors qu'il avait déverrouillé l'expansion spatiale plus tôt, et les émotions que l'Idafu venait de fournir étaient parfaitement suffisantes pour l'utiliser. Une notification suivit, émotion négative consommée. 20. Espace de stockage étendu à 200 mètres cubes. Une aura invisible enveloppa Shen, et pendant un bref instant, il eut l'impression que sa main effleurait une porte menant à une autre dimension. À l'aube, la chaleur était déjà accablante. Même les moineaux peinaient sous la chaleur. Dans la rue en contrebas, le patron Lee retourna à son étal et se figea. Où qu'il regarde, une seule chose l'attendait, rien. Stupéfait, il cria avec incrédulité, demandant où étaient passées toutes ces marchandises et qui avait bien pu faire ça. Depuis la sécurité de sa maison fortifiée, Shen sirotait calmement son soda tandis qu'une autre notification apparaissait, émotion négative +66. La boisson était délicieuse, mais il savait que ce n'était que le début. Bien plus encore était à venir. Le patron Lee perdit complètement la tête. Il courut dans son magasin en panique, criant et jurant, exigeant de savoir qui avait volé ses marchandises. Il s'effondra sur le sol, presque en pleurant, incapable d'accepter ce qui s'était passé. Pour lui, c'était pire que l'apocalypse elle-même. La fin du monde ne l'effrayait pas autant que de perdre tout son stock du jour au lendemain. Les gens aux alentours se mirent à chuchoter entre eux. Une personne se demanda à voix haute si le patron Lee n'avait pas tout mis en scène lui-même juste pour faire grimper les prix. Une autre s'inquiétait de savoir comment ils allaient survivre si même le supermarché était vide. Une vieille femme affirma avoir vu une ombre sombre dériver dans le quartier la nuit dernière, et quelqu'un d'autre l'interrogea immédiatement, lui demandant si elle était sûre. Le patron Lee, cependant, refusait d'y croire. Il a crié que c'était impossible, que les fantômes n'existaient pas. Mais alors même qu'il hurlait, des notifications s'accumulaient silencieusement dans l'esprit de Shen. Forte émotion négative détectée. Colère +12, peur +3, suspicion +4. Shen se tenait à proximité, regardant tout se dérouler comme un spectateur à un spectacle. Il mangeait nonchalamment ses encas, trouvant qu'il avait un goût particulièrement bon lorsqu'il était accompagné de la souffrance des autres. Avec un léger sourire, il se dit que le rendement émotionnel de l'Idafu était impressionnant de stabilité. Alors qu'il replongeait la main dans le sac, il laissa délibérément voir l'emballage. Au moment où le patron Lee le vit, ses yeux sortirent presque de leurs orbites. Il hurla que c'était sa marchandise et chargea comme un fou. Shen leva calmement le sac et demanda si les chips étaient en or ou capables d'empêcher les coups de chaleur pour être vendus à un prix aussi exorbitant. Le patron le reconnut immédiatement et rugit de fureur. Shen continua nonchalamment, demandant si le patron Lee pouvait vraiment dormir paisiblement en accumulant tant de trésors, l'avertissant de faire attention ou des voleurs pourraient le cibler. Le patron Lee finit par craquer, attrapant Shen et exigeant de savoir où il avait eu les chips, l'accusant de vol tout en tremblant de rage. Shen recula d'un pas, faisant semblant d'être surpris, et lui rappela calmement que les accusations nécessitaient des preuves. Il souligna même à quel point il était étrange que tout le supermarché soit vide maintenant, sans même un seul encas restant. Puis, d'un ton presque innocent, il lui tendit le sac à moitié mangé dans sa main, demandant si le patron Lee en voulait. Le patron Lee se tenait là, tremblant, le visage blême de fureur et d'incrédulité, complètement sans voix. Le patron Lee explosa de colère, criant que Shen lui avait porté malheur et que maintenant toute sa marchandise avait disparu.
Il accusa Shen d'être le voleur et exigea une explication. Dans son esprit, même si Shen n'avait rien volé, il pouvait toujours lui soutirer quelque chose pour compenser la perte. Au minimum, il pouvait l'utiliser comme bouc émissaire. Une autre notification apparut discrètement dans la vision de Shen. Forte émotion négative détectée. Colère plus 18. Shen, cependant, resta calme. Il fit nonchalamment remarquer que d'autres magasins vendaient aussi les mêmes chips et demanda pourquoi le patron Lee était si sûr que c'était lui. Il rappela à tout le monde que les étagères étaient déjà vides quand il était arrivé. Si quelqu'un voulait des preuves, il pouvait vérifier la surveillance ou fouiller chez lui. Il ajouta même que s'il trouvait une de ses marchandises là-bas, il dédommagerait au décuple. Cette phrase fit immédiatement murmurer les badauds environnants. Certains firent remarquer que d'autres magasins vendaient aussi la même marque. D'autres se rappelèrent que le patron Lee s'était plaint des prix la veille seulement. L'atmosphère changea rapidement. Le patron Lee sentit son cuir chevelu le picoter. Quelque chose n'allait pas. Comment ce gamin avait-il soudainement retourné la situation si proprement? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Shen ajouta calmement que si rien n'était trouvé, alors le générateur derrière la boutique lui appartiendrait en guise de compensation. Furieux et acculé, le patron Lee accepta sur le champ, convaincu que Shen bluffait. Il attrapa Shen et l'entraîna, déclarant qu'une fois la vérité révélée, il verrait si Shen se sentirait toujours aussi suffisant. Quand ils arrivèrent à la résidence de Shen, la foule haleta. Au moment où la porte s'ouvrit, ils furent accueillis par une scène dépassant complètement leurs attentes. L'intérieur ne ressemblait en rien à une maison normale. Tout était propre, fortifié et incroyablement bien approvisionné. Des équipements coûteux longeaient les murs, des provisions scellées étaient soigneusement empilées, et même de grandes unités d'énergie étaient visibles. Des chuchotements éclatèrent immédiatement. Alors il cachait autant de richesses? Quand est-il devenu aussi riche? On dirait une forteresse. Même le patron Lee se figea sur place. Ses yeux s'écarquillèrent en fixant l'intérieur, l'incrédulité envahissant son visage. Ce n'était pas une maison. C'était un bunker. Shen se tourna vers lui calmement et lui demanda s'il avait fini de chercher, lui offrant même de soulever les lattes du plancher s'il le souhaitait. La confiance du patron Lee s'effondra complètement. Son visage pâlit, et il agita rapidement les mains, disant que ce n'était pas la peine. Il marmonna quelque chose à propos de vérifier d'autres endroits et tenta de partir. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Shen tendit la main et attrapa son bras, le stoppant net. Avec un léger sourire, Shen lui rappela l'accord qu'il venait de conclure, que si rien n'était trouvé, le générateur lui appartiendrait. Le patron Lee serait dit. Son visage se crispa alors qu'il tentait de faire marche arrière, prétendant que tout n'était qu'un malentendu et demandant s'il fallait vraiment en arriver là. Mais la foule regardait déjà, et le regard calme de Shen était sans équivoque. Cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Shen lui demanda calmement pourquoi il n'avait pas pensé à prendre du recul quand il accusait les autres à tort auparavant. À ce moment, une autre notification apparut dans l'esprit de Shen, forte émotion négative détectée. Impatience plus 8. Les badauds se mirent à chuchoter entre eux. Certains marmonnèrent qu'un homme incapable de tenir sa parole méritait ce qui lui arrivait. D'autres se moquèrent en disant que c'était bien fait pour lui. En entendant ces voix, le visage de Lidafu se tordit de rage. Il répliqua sèchement, accusant Shen d'aller trop loin et criant qu'il lui faisait déjà une faveur. Puis, sans avertissement, il lança son poing vers Shen. Shen bloqua facilement l'attaque et tordit le bras de l'homme d'un seul mouvement net. Un cri aigu retentit alors que Lidafu tomba au sol, se tenant la main de douleur. Une nouvelle notification apparut. Forte émotion négative détectée. Douleur plus 73. Serrant les dents, Lidafu céda finalement, criant qu'il allait déplacer le générateur tout de suite et suppliant Shen d'arrêter. Shen lui rappela calmement de se dépêcher, soulignant qu'une fois que la température augmenterait encore, sortir deviendrait impossible. Il ajouta froidement que sans générateur, survivre aux jours à venir serait difficile. Une autre vague de données émotionnelles afflua, humiliation plus 30, douleur plus 86, peur plus 101. Shen regardait sans expression, sachant que tout se déroulait exactement comme prévu. Au moment où les choses se calmaient, son téléphone sonna de nouveau. C'était Liu Anjing. Sa voix semblait anxieuse alors qu'elle disait que plusieurs hommes inconnus la suivaient depuis quelques jours. Ils ressemblaient à des collecteurs de dettes, et elle ne comprenait pas pourquoi. N'avait-elle pas juste signé quelque chose avant? Shen connaissait déjà la réponse. Il se contenta de sourire légèrement pour lui-même, se tenant tranquillement pendant qu'il écoutait. Cela aussi faisait partie du plan, et ce n'était que le début. La suite est à venir. Si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous dès maintenant et activez toutes les notifications.